Bonjour et bienvenue à notre rencontre. Aujourd'hui, on va être avec Maggie Lamotte-Boudreau, l'apicultrice, bien connue, pas seulement ici dans la région, mais un peu partout au Québec. Mais bien sûr qu'on va parler de son intérêt et passion pour les abeilles, mais elle a aussi d'autres points intéressants. Merci Maggie d'être ici. Bonjour. C'est ça la question que je me posais tantôt. Est-ce que tu as toujours été intéressée par les abeilles, les insectes? Je me demandais si tu restais dans un milieu rural où tu étais attirée par ça. Bien, dans le fond, j'ai grandi vraiment dans différents endroits au niveau du Québec et du Canada parce que mon père était militaire dans l'armée. Donc, on a vraiment déménagé souvent, mais la majorité du temps, on était plus dans une zone rurale, près des champs friches ou d'un boisé. Donc, ma mère voulait pas que j'aie peur des insectes quand j'étais jeune. Donc, elle s'est fait devoir de me montrer différents insectes parce qu'elle avait peur. Puis elle voulait pas que je répète la même chose qu'elle. Fait que là, à cause de ça, à cause qu'elle m'a montré les fourmis, les araignées, les grenouilles, on dirait que j'ai comme grandi avec un intérêt un peu plus marqué là, pour ces animaux-là que je trouve très précieux, en fait, à la biodiversité et à l'humanité, en fait. Là. Exact, exact. Je sais que tu as fait tes études en sciences de la nature, mais sans doute tu n'as pas envisionné où tu es présentement. C'était quoi le plan de match quand tu as décidé de faire tes études? Quand j'ai fini, en fait, le secondaire, je suis rentrée en sciences de la nature pour pouvoir m'ouvrir les portes au niveau de l'université. Je savais que je voulais continuer aux études supérieures, mais j'étais pas certaine dans quel domaine aller. Je suis allée consulter l'orienteur, puis c'est là que, suite à différents tests là, qu'ils ont en banque, eux autres, j'ai sorti comme une personne réaliste, qui a besoin de bouger, qui a besoin d'être avec du concret dans la vie. Puis, il m'a suggéré, par exemple, l'agronomie, biologie. À ce moment-là, j'avais choisi d'aller en agronomie parce que j'avais bien sûr compris, en travaillant chez mes oncles, qui avaient des fermes à l'époque, que les insectes pouvaient être très nuisibles au niveau des cultures. Donc là, je voulais mieux comprendre l'agriculture en tant que telle, mieux comprendre l'impact des insectes sur l'agriculture, mais j'avais pas encore à ce moment-là dans l'idée qu'il pouvait avoir, par exemple, l'abeille, qui est un insecte très important, très bénéfique là, pour l'agriculture. Quand nous autres, on s'est rencontrés la première fois, mais tu étais directrice ici à l'intérim pour la télévision communautaire. Puis j'ai appris aussi que tu as déjà été conseillère municipale en Irlande. Juste brièvement, c'est quoi ton parcours avant d'arriver où tu es avec ton entreprise? Dans le fond, j'ai terminé mes études comme agronome. Je suis certifiée actuellement agronome. Puis, au travers de tout ça, là, j'ai travaillé au niveau du ministère de l'Agriculture là, à Thetford comme partenaire. J'ai aussi là, été conseillère municipale dans la municipalité d'Irlande. Ça a été très formateur parce qu'on comprend mieux après ça tout ce qu'on doit faire au niveau de la municipalité et à quoi servent nos taxes. J'ai été impliquée là, dans diverses organisations. Je suis actuellement à la Chambre de commerce, comme administratrice, la Chambre de commerce de Thetford. Mon Dieu, j'en oublie tellement que j'ai d'implications. Tu trouves le temps vraiment d'être impliquée dans bien des... Oui. Ce que ça m'apporte, toutes ces implications-là, c'est la relation avec les gens, avec ceux qui m'entourent, puis ça me donne de l'énergie pour pousser encore plus loin mes projets. Je fais un réseau super intéressant qui m'aide à cheminer autant au niveau personnel que professionnel. La vie, c'est justement la relation humaine. Je veux dire, seul, on peut pas avancer. On doit avancer ensemble. Autant au niveau de la ville, de la régionalement que mondialement. Exact. C'est très bien dit. Au mois de février, tu as passé à la Semaine verte. Oui. Moi, je trouvais que c'était vraiment intéressant, révélateur. Tu parles avec tellement de passion pour les abeilles, passion et compassion.
qu'est-ce qu'une abeille, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente les abeilles en tant que telles, une ruche. Ça me fascine parce que c'est tellement un insecte collaboratif. L'abeille va donner sa vie pour aider sa communauté. Puis je trouve que c'est une belle inspiration pour nous, les humains. Malheureusement, des fois, on a des tendances à être un petit peu, comment je pourrais utiliser le bon mot, à vouloir tirer un peu la couverte de notre bord. Mais en même temps, si on fait ça, bien, on nuit à notre communauté, on nuit à l'évolution de l'humanité. L'abeille, elle donne tout son énergie à sa communauté. Puis, par ce travail-là, ben elle aide pas juste sa communauté, elle aide tout ce qui l'entoure, toutes les fleurs, la biodiversité, les arbres. Là, les abeilles pollinisent au printemps les érables, les pissenlits, le trèfle pour la vache à lait, elle a besoin de protéines, c'est le trèfle qui lui donne. Ça va au-delà de la ruche. C'est incroyable de les voir, là. C'est parce que moi, en tout cas, c'est juste parce que j'ai pris un intérêt, parce que je savais que tu n'étais pas passé à l'émission, mais ça a ouvert mon esprit, parce que moi, une abeille, mais c'était là, puis c'était juste, OK, ça, c'était la réaction. Puis là, c'est grâce à toi. Je pense que je regarde d'un autre œil, mais ça vient à un moment donné, je ne sais pas où je l'ai vu. Tu as dit qu'il y avait une abeille qui était sur ton doigt. Oui. Et tu l'as flattée. Et tu as dit, avec ses yeux composés, vous regardez, il y avait une connexion. Oui. Et là, je trouvais ça extraordinaire. De un, je n'aurais jamais laissé une abeille rester sur le doigt. Puis là, c'est quoi? Toi, tu rentres en contact avec? Oui. J'ai des nouveaux employés à la ferme, puis je m'amuse à leur expliquer que le travail de l'apiculteur, c'est d'aider les abeilles et de leur sauver le plus de travail possible pour qu'elles puissent faire le travail essentiel dont on a besoin, polliniser, aller chercher le nectar, augmenter la population de la ruche, tout ça. Pour aider les abeilles, il faut être capable de les comprendre, il faut regarder leur comportement, il faut travailler avec elles. Si on fait juste les écraser, elles ont peur, elles sont capables d'avoir de la peur, c'est là qu'elles nous piquent. Donc, on utilise la fumée de l'enfumoir pour avoir une conversation avec les abeilles. Donc, si je vais travailler dans une partie de la ruche, je vais les aviser, je vais cogner à la porte, je vais envoyer un peu de boucan dans la porte de la ruche pour que les abeilles sachent que je m'en viens. Puis là, quand je vais ouvrir le toit de la ruche, je vais envoyer un peu de boucan en surface des cannes pour les déplacer. Je vais dire aux abeilles, je m'en viens travailler, déplacez-vous de l'autre côté de la ruche pour que moi, je puisse travailler ici sans vous écraser. Il y a vraiment une communication. Les abeilles vont se déplacer. Hier, je travaillais avec ma fille, on est en train de transférer des reines de cagette, puis j'ai pris une petite abeille encore une fois sur mon doigt, puis on s'est regardé à m'observer, elle se demandait si j'allais être menaçante ou pas, puis comme j'ai pas été menaçante, j'ai été tranquille avec elle, elle n'a pas cherché à me piquer, puis elle est repartie à sa ruche. Ça m'amène parce que j'avais vu peut-être une vidéo de toi. Tu étais habillée, il y a protection sur la tête et le corps, mais pas les mains. Ouais. Et un autre, j'avais vu, c'était un monsieur qui travaillait avec un SM, mais il n'y avait pas de protection. Puis moi, je dis, mais voyons donc, toutes ces abeilles qui sont partout, mais tu dis qu'il n'y a pas nécessairement un danger qui vont commencer à piquer tout de suite. Non, exactement. Si on travaille la ruche au bon moment, qu'on sait bien la travailler sans écraser d'abeilles, on ne va pas stimuler la production de la phéromone d'alarme, qui est une phéromone qui avertit la ruche. Les abeilles travaillent beaucoup avec les odeurs dans la ruche. C'est pour ça qu'on utilise la fumée, qui est une autre odeur, qui vient masquer les odeurs au niveau de la ruche, puis qui vient nous permettre de travailler avec elle adéquatement. Mais non, elles ne vont pas automatiquement piquer dès qu'on l'ouvre. Si on sait comment travailler avec elle, on peut travailler sans voile, sans habit.
Je travaille avec un habit parce que souvent, au niveau, je dois avoir une certaine vitesse de travail quand même, parce que j'ai quand même là, actuellement près de 700 ruches à gérer. Puis, j'ai souvent des nouveaux dans l'équipe. Puis les nouveaux ne savent pas nécessairement encore très bien travailler avec les abeilles. Puis des fois, il va arriver des accidents, ils vont écraser des abeilles, ils vont cogner la ruche, ils vont faire peur aux abeilles. OK. Puis là, si moi, j'ai pas mon équipement, je travaille pas loin d'elle. Si moi, j'ai pas mon équipement, ben là, c'est moi qui suis piquée parce que l'autre a moins bien travaillé. Il a pas fait exprès, mais reste que... Non. J'ai lu que ton intention est de rendre le Québec plus autosuffisant en reines abeilles. Oui. Peux-tu expliquer? Oui, parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est obligé d'importer des reines abeilles de d'autres pays. Et d'où les autres pays, c'est où? Nouvelle-Zélande, Chili, Italie, Californie, un peu partout. Hawaï. On en importait jusqu'à tout dernièrement de l'Ukraine. Il y a l'Australie aussi qu'on importe des paquets d'abeilles. Il y a vraiment plusieurs endroits où on les importe, mais ces abeilles-là n'ont pas été sélectionnées pour notre climat. Ici. Souvent, puis je vais prendre l'Australie comme exemple, le climat va être plus sec. Donc, quand les abeilles arrivent au Canada, au Québec, on a un climat plus humide qu'en Australie, par exemple. Fait que parfois, il y a certaines maladies qui peuvent être plus présentes dans ces abeilles-là qui sont génétiquement mal adaptées à notre climat à nous au Québec. D'autre part, une reine d'Hawaï ou une reine de Californie va avoir plus de difficultés à passer notre hiver. Ils n'ont pas le même hiver que nous, là, en Californie. Donc là, ils ne sont pas sélectionnés pour être capables d'arrêter de pondre et de produire, en fait, pendant la période hivernale qu'on a. On a presque 6 mois où il n'y a pas de fleurs pour les abeilles. Tandis qu'en Californie, c'est pas ça. C'est peut-être 1 ou 2 mois, puis ça repart. Il faut que la reine recommence à pondre plus rapidement. Si nous, la reine commence à pondre trop rapidement, on a un problème, bien, elle va consommer ses réserves, puis elle va mourir avant l'arrivée du printemps, parce qu'elle va consommer trop vite. Et comment est-ce que tu distingues la reine des autres? Oui, la reine, dans le fond, elle est plus grosse. Puis, pour l'identifier, parce que parfois, dans la ruche, il y a presque 50 000 abeilles. Pour être capable de l'identifier, on va chercher souvent dans la ruche les œufs, parce que la reine, c'est la seule qui pond. Donc, quand on trouve un cadre avec des œufs, il y a beaucoup de chances qu'elle soit en train de se promener sur ce cadre-là. Fait que là, on va regarder plus précisément. Puis la reine est plus grosse. Elle a un plus gros abdomen parce qu'elle a des ovarioles pour pondre les œufs. Puis, en plus, elle a une démarche différente des autres abeilles. Souvent, les abeilles vont faire une couronne autour d'elle en plus parce que les abeilles la lichent, la flattent, ils en prennent soin, ils en nourrissent pour être certaines qu'elle manque de rien pour qu'elle puisse continuer à pondre. Donc, c'est vraiment une belle relation entre les deux. Puis la reine ne peut pas exister sans les abeilles. Les abeilles ne peuvent pas exister sans la reine. C'est la collaboration, les deux. C'est ça. C'est ça. On l'appelle la reine, mais c'est pas nécessairement elle qui prend les décisions dans la ruche. C'est vraiment des décisions collaboratives, comme je parlais là, un peu plus tôt. Au moment de l'enregistrement, on est au mois de mai. Donc, l'hiver est fini. L'hiver, c'est toujours, j'imagine, difficile. Oui. Est-ce que l'hiver passé était plus difficile ou dans le normal? Je veux dire est-ce qu'il y avait beaucoup de pertes plus que d'habitude? Bien, au niveau de l'Amérique du Nord, il y a eu plus de pertes. Les États-Unis ont perdu presque 70 de leur ruche cet hiver. Ça a été très difficile. Là, jusqu'à maintenant, nous, au Québec, là, on a quelques cas où il y a plus de pertes. Je ne peux pas vous dire le pourcentage officiel encore de cette année parce qu'on ne l'a pas encore. Les vétérinaires sont encore en train de comptabiliser. Pour moi, ça a été quand même bon. Je suis autour de ma perte normale, là, qui est 14 plus ou moins. Donc, c'est un peu moins que le printemps dernier. Là. Et au moment que ça va être la diffusion de l'émission, ça va être à l'automne. Et c'est quoi la préparation à ce moment-là pour la saison hivernale que tu fais à l'automne? Est-ce qu'il y a des choses spéciales que... À l'automne, on prépare vraiment les ruches pour l'hiver. On doit les nourrir. On doit les traiter pour les parasites. Les abeilles ont des puces comme les chiens et les chats. Donc, on doit éliminer ces parasites-là pour être capable, justement,
de les rendre, en fait, à l'hiver et de les faire passer l'hiver sans maladie. Parce que si les poux restent là pendant la période hivernale, ben ils mangent les molymphes puis les corps gras de l'abeille puis ils sont pas capables de survivre jusqu'au printemps suivant. C'est pas juste à l'automne qu'on prépare la saison suivante. On commence déjà à partir de juillet et même possiblement juin à préparer la saison suivante. Il faut absolument tester pour ces parasites-là. Si les parasites dépassent un seuil économique au courant de l'été, donc une quantité maximale qui est acceptable dans la ruche, on s'enligne directement vers une perte si on ne prend pas des mesures immédiatement pour les éliminer. Pour vous l'expliquer simplement, à l'époque, il y avait le maringouin transmettait le virus du Nil en piquant différentes personnes. Le varroa fait la même chose. Il dissémine des virus dans les abeilles en se promenant puis en piquant différentes abeilles dans la ruche. Fait que là, contamine, le virus vient achever les abeilles. Même si on tue le parasite, le virus, lui, reste. Ça continue. Il continue son travail. Évidemment, il y a le climat, mais il y a beaucoup de choses inattendues. J'ai lu il n'y a pas longtemps, il y a un ours qui a passé et a détruit beaucoup. Il y a aussi l'être humain qui, des fois, on dit, mais voyons donc, il pensait quoi? Je veux dire que ça représente beaucoup de travail, mais sans doute, ça a un impact psychologique aussi sur toi. Je veux dire que quand tu vois que tout le travail que tu as fait, puis là, tu as perdu, et ça c'est un peu, pas juste toi, mais partout, qu'est-ce que tu fais pour comme remonter? C'est toujours, je veux dire qu'il y a financièrement, mais il y a aussi, comme je dis, toi, tu as une passion et compassion pour les abeilles, donc sans doute ça t'affecte. Par le passé, j'ai déjà pleuré pour des ruches. Les vétérinaires étaient venus plusieurs fois valider qu'est-ce qui se passait avec ces ruches-là. À cette époque-là, ça avait été un virus qui provenait du sapin de Noël, du puceron du sapin de Noël. J'avais trouvé ça extrêmement difficile parce que j'avais passé l'été à m'assurer qu'elles étaient belles, qu'elles n'avaient pas de parasites. Puis ça a été complètement quelque chose hors de mon contrôle, le fait que ces ruches-là meurent. Puis je pense que c'est ça la partie qui est la plus difficile dans ces situations-là. On a beau mettre 80 heures semaine à s'en occuper, tout ça, ça reste du vivant. Donc, ils peuvent mourir demain matin. Puis c'est difficile en tant qu'humain, puis je pense que c'est ça pour tout le monde. On essaie d'avoir le contrôle. Mais parfois, il faut accepter qu'on ne l'a pas. Puis ça, c'est des cas, par exemple, l'ours. Je peux pas dire à l'ours, viens pas dans mes ruches. J'ai pas le contrôle sur l'ours. Donc, je dois prendre des mesures nécessaires pour protéger mes ruches ou les déplacer à d'autres endroits où ils se font pas manger. Le voleur, ça a été quelque chose. J'ai eu un peu un choc, en fait, de m'être fait voler ces ruches-là. Ce qui m'a choquée, en fait, c'est que je me bats contre les maladies, les varroas, les ours, les moufettes, tout ce qui est le climat, ce qui est hors de mon contrôle. Puis là, en plus, je dois me battre contre l'humain qui a une conscience, qui est capable de comprendre qu'une ruche, c'est beaucoup de travail pour moi, que ça a une valeur, que le fait de la voler, cette ruche-là, c'est de l'argent que j'ai pas pour m'occuper de mes autres ruches, m'occuper de ma famille, puis être capable d'arriver au bout de la ligne avec mon entreprise. L'agriculture, c'est en dents de scie parfois. Il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années, puis il y a des années que c'est très difficile. Oui. Ça m'amène à une façon, peut-être tu en as d'autres, pour aller ailleurs, c'est le taekwondo que tu pratiques. Combien d'années que tu pratiques, puis comment est-ce que tu as trouvé ça, que tu as rentré ça dans ta vie? Je faisais du karaté quand j'étais jeune. Ah, OK. J'ai dû arrêter parce qu'on avait déménagé de par l'armée. Puis ça a toujours resté en arrière-plan que j'aimerais recommencer. Puis j'ai pas pu ou j'ai pas pris la chance de le faire auparavant. Puis avant la COVID, quelques mois avant que la COVID commence, j'ai fait quelques cours au niveau là, du club de Thetford pour ce qui est du taekwondo. La COVID est arrivée, les clubs ont fermé. Puis j'ai recommencé dès que la COVID l'a permis
que ça a commencé à cesser. Là, j'ai retourné au club de taekwondo de Black Lake. C'est extrêmement important dans mon hygiène de vie, pour ma santé mentale aussi. Ça me permet d'être en relation avec des gens qui proviennent de tous les horizons de la société, en fait. Je travaille avec des médecins, d'autres entrepreneurs, des gens de passion, puis je suis capable d'avoir des discussions incroyables au travers du fait que le taekwondo, c'est un sport. Ça me permet d'évacuer mon stress, de faire circuler le sang, d'améliorer ma santé mentale. Puis le fait d'être dans un groupe, je trouve ça fabuleux. En plus, j'avance à ma vitesse, mais en même temps, je collabore avec les autres. J'ai besoin de la collaboration des autres. Fait que non, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, puis ça me permet de déconnecter la switch des abeilles. Parce que si on est toujours juste Tout le temps dedans. travail, même si c'est une passion, je veux dire, à un moment donné, on risque ça de faire un fonctionne. burn-out. Ça ne fonctionne pas, là, Non. exactement. C'est pas beaucoup de temps, mais tu parles aussi anglais et espagnol. Oui. Est-ce que ça, c'était juste par intérêt ou pour le travail? Parce que je sais que tu engages aussi les hispanophones souvent pour travailler avec toi. Oui, je parle dans le fond anglais de par ma jeunesse. J'ai fait une partie de ma jeunesse en Ontario. Fait que je suis tombée bilingue à ce moment-là pour anglais-français. Puis là, ça me sert parce que je suis deuxième vice-présidente au niveau du Canada, puis les réunions sont en anglais. Fait que ça me permet là, de pouvoir pousser l'industrie plus loin. Puis ensuite, je parle aussi espagnol. J'ai eu la chance d'apprendre avec mes employés. Je voulais l'apprendre parce que c'était important pour moi de pouvoir partager avec mes employés directement. Oui, je veux qu'ils apprennent le français, puis ils ont des cours à la ferme de français, tout ça, mais le fait de pouvoir comprendre leur langue, s'il se passe quelque chose au niveau des ressources humaines, s'il y a une chicane, bien, je suis capable de m'asseoir avec eux et de les écouter, de comprendre ce qui s'est passé, de bien leur expliquer les objectifs de la ferme puis la mission. C'est quand on comprend la mission, l'objectif de la ferme, qu'on est capable de contribuer. Parce que, comme je leur ai dit, on est tous responsables en équipe, autant moi que vous, de la ferme, des revenus de la ferme, parce qu'on a tous le même problème. Tous les humains de la planète ont le même problème. On a tous besoin d'argent. C'est ça, j'aime beaucoup que c'est comme une communauté de travailler ensemble. Oui. On n'est pas séparés, individuels, mais de venir. Puis est-ce que j'ai compris que peut-être les travailleurs, ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience avant de venir? Non, j'en ai cette année qui ont 0 expérience. OK. Donc là, je leur montre. Parfois, c'est plus facile comme ça parce qu'ils apprennent comment nous, on travaille. Ils n'arrivent pas déjà avec des mauvais plis, si je peux me permettre le terme. Là. Ouais. Puis ta fille, il y a 2 questions. Elle aussi, elle suit le taekwondo, je pense, Oui. avec toi. Puis la question principale, qu'est-ce que tu veux inculquer dans elle, dans ta fille, avec ton travail et tout ça? C'est quoi le message que tu veux passer à elle? Le courage. Le courage. Il y a des journées où c'est extrêmement difficile, mais il faut se lever puis le faire. Il faut avoir le courage de se lever puis d'en faire des erreurs. On va en faire des erreurs. Tout le monde en fait des erreurs. Il faut prendre ce courage-là à 2 mains, dire, bon, j'ai fait une erreur, c'est quoi la solution maintenant? On fait une erreur, mais il y a une solution. Fait qu'on avance, on trouve la solution. C'est peut-être pas une solution parfaite, mais il faut avancer là-dedans puis trouver la meilleure solution possible à la situation. Donc, puis ça, je pense que je veux le partager avec tout le monde, ce courage-là. On en a tous besoin, peu importe où on travaille, peu importe qu'on soit patron ou non, on a besoin de ce courage-là à tous les jours. Juste une dernière question, il n'y a plus de temps. Est-ce que tu vas dans les écoles des fois pour faire je ne sais pas, des activités parascolaires, pour expliquer où est-ce qu'il y a des écoles qui viennent pour avoir les informations pour les enfants, pour les jeunes? Oui, je me déplace dans les écoles.
J'ai justement un professeur qui veut me faire rentrer au cours des prochaines semaines. Il faut que je lui reparle justement. Puis, ça va probablement devenir plus présent au cours des prochaines années, là, mes activités avec les écoles. Cet été, on est en construction. Là, on veut faire justement un kiosque à la ferme avec une ruche vitrée où on va pouvoir voir la reine. Puis j'ai dans l'idée de faire un petit concours là, pour qu'on puisse choisir un nom à cette reine-là. En tout cas, Maggie, mille merci. C'était vraiment éducatif pour les auditeurs, pour moi. Puis bonne continuité. Je sais qu'il y a des hauts, des bas, mais il y a, comme tu dis, courage. Oui, lâche pas. absolument. Un grand merci. Merci à toi. Donc, ceci termine notre rencontre pour aujourd'hui. En tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant pour moi, pour vous, les auditeurs, pour tout le monde. La semaine prochaine, l'invité va être Richard Sanson. Le mot-clé va être le bénévolat. Alors, bonne semaine. À la semaine prochaine pour une autre rencontre.